est 23 h, bonsoir à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Ouverture ce mardi 24 mai 2022 des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement BAD à Accra au Ghana. À ces assemblées, le vice-président de la République Tiemoko Meliette Kone représente le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. On en parle en début de journal. Le Premier ministre Patrick Hachi prend part au Forum économique mondial de Davos en Suisse. À son agenda ce mardi, une rencontre avec les amis de la zone de libre-échange continentale, à plusieurs audiences et aussi un panel portant sur le rôle mondial croissant de l'Afrique, le point de ses activités dans cette édition. Interrompu en 2002 puis relancé en 2019 par les autorités ministérielles en charge de l'agriculture du budget du portefeuille de l'État, le projet Soja qui a fortement contribué au développement socio-économique de plusieurs régions dans le nord du pays fait renaître l'espoir chez les populations depuis sa relance. Comment évolue-t-il? Sujet à suivre dans le dossier EcoPlus ce soir. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Nous le disions à l'instant, ouverture ce mardi 24 mai 2022 des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, la BAD à Accra au Ghana. À ces assemblées, le vice-président de la République, Tiemoko Meliette Kone, représente le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le point avec Viviane Naïm. Parti ce mardi matin d'Abidjan pour Accra au Ghana, le vice-président de la République, Kone Tiemoko Meliette, a pris part aux assises des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement qui, cette année, du fait de la baisse de la pandémie de la Covid-19, reprend à nouveau ses sessions en présentiel. Le vice-président de la République, Kone Tiemoko Meliette, représentait le président de la République, Alassane Ouattara, à la cérémonie d'ouverture des assemblées annuelles de la BAD ce mardi matin dans la capitale ghanéenne. Il était accompagné de la ministre du Plan et du Développement, par ailleurs gouverneur de la Côte d'Ivoire auprès de la Banque africaine de développement, Niale Kaba. La cérémonie d'ouverture était présidée par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Thème de ces assemblées annuelles 2022, parvenir à la résilience climatique et promouvoir la transition énergétique en Afrique. Ces assemblées annuelles sont couplées avec la célébration du 50e anniversaire du FAD, le Fonds africain de développement, qui est une institution de la BAD. La cérémonie d'ouverture a été suivie d'un panel qui a réuni les chefs d'État et de gouvernement présents et au cours duquel le vice-président Kone Tiemoko Meliette est intervenu au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Participaient à ce panel les présidents de la République du Ghana, du Mozambique, de la Tanzanie, le premier ministre du Rwanda, le président de la République des Comores qui est intervenu par visioconférence. Le vice-président Kone Tiemoko Meliette a transmis les salutations du président de la République Alassane Ouattara à ses pairs chefs d'État. Il a félicité au nom du président de la République l'excellence des relations entre la BAD et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a toujours été une terre hospitalière et elle est heureuse d'avoir accueilli la BAD. Je le dis parce que cette ouverture est enrichissante pour notre pays. Et c'est quelque chose auquel le président Ouattara tient particulièrement, parce qu'il n'y a que de richesse que d'hommes, comme on le dit. Et si en plus, il se trouve que cette institution, dans son rôle et avec les besoins que la Côte d'Ivoire a pu exprimer, c'est quand même entre 2012 et 2019 près de 1700 milliards d'unités de compte que la BAD a prêté à la Côte d'Ivoire et cela a permis de renforcer de façon importante l'infrastructure dans ce pays. Je ne donnerai pas de chiffres, mais seulement des images. Si vous passez aujourd'hui en Côte d'Ivoire et que vous circulez la nuit, vous verrez que pratiquement tous les villages et tous les hameaux sont éclairés, même parfois quand il n'y a pas un monde extraordinaire. Et ça, c'est important. Si vous passez et que vous voyez le système d'adduction d'eau, l'eau courante coule un peu partout. Je crois que c'est des investissements sociaux très importants que le pays a pu faire avec l'aide de la BAD. Je terminerai par le programme social du président
qu'il a soutenu et qui aujourd'hui fait la fierté de beaucoup d'Ivoiriens. Après avoir pris part à l'ouverture de ces assemblées annuelles, le vice-président de la République a regagné Abidjan en fin d'après-midi. Le Premier ministre Patrick Hachi prend part au Forum économique mondial de Davos en Suisse. À son agenda ce mardi, une rencontre avec les amis de la zone de libre-échange continentale, à plusieurs audiences et aussi un panel portant sur le rôle mondial croissant de l'Afrique. Des rencontres qui s'inscrivent dans la perspective de la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. Pour cette deuxième journée du Forum économique mondial de Davos, le chef du gouvernement multiplie contacts et échanges. Comme ici, avec Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale d'Europe, ou encore là, avec les présidents de la CAF et de la FIFA. 7h30, Patrick Hachi est l'invité du Forum des amis de la zone de libre-échange continentale. La plateforme veut explorer le partenariat public-privé susceptible de soutenir l'interconnexion inter-États de cette zone, qui reste à ce jour la plus grande de libre-échange dans le monde. Il faut donc vraiment maintenant concrétiser cet accord. Il reste des choses à faire, en particulier sur les barrières douanières ou tarifaires. On pourrait avancer plus vite. Je crois que c'est vraiment cela l'essentiel. Une vision qui épouse les États-Unis d'Amérique, résolue désormais à investir beaucoup plus sur le continent. Je peux vous le dire, désormais, nous portons nos regards sur l'Afrique. Nous vous accordons toute notre attention et nous sommes bien conscients qu'il nous faut porter davantage l'attention sur l'Afrique. C'est la seule façon d'avancer dans le cadre de la ZLECAf. Et ça fait des États-Unis un moteur de cette croissance. Pour Patrick Hachi, la zone de libre-échange continentale africaine représente une opportunité majeure pour les pays de stimuler la croissance, mais surtout de créer plus d'emplois pour la jeunesse. On est face à de grands défis qu'il va falloir relever, notamment la création de l'emploi. Si on ne crée pas d'emploi pour tous ces jeunes qui vont débarquer sur le marché du travail ces prochaines décennies, cet actif, ce gisement de croissance que représente la jeunesse se transformera en véritable menace. Car tout commence avec les jeunes. Des jeunes qui sont désespérés car ils n'ont pas d'avenir. Donc soit ils tombent dans le giron du terrorisme, ou alors ils se jettent dans l'océan pour essayer de trouver une réalisation à leurs rêves en Europe, quelque part en Europe. Et donc, ce gisement que représente la jeunesse, c'est notre principal atout. Mais pour cela, il faut transformer l'infrastructure. Merci de votre écoute. Au sortir de ce petit déjeuner, des audiences et un panel portant sur le rôle mondial croissant de l'Afrique qui se veut aujourd'hui territoire de tous les possibles. Depuis la tribune de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le ministre de la Santé, Pierre Dembba, a présenté la vision de la Côte d'Ivoire sur la santé à la lumière du thème de la 75e Assemblée mondiale de la santé, santé pour la paix et paix pour la santé. Pierre Dembba a expliqué l'attachement de la Côte d'Ivoire à la paix parce que les Ivoiriens avaient déjà compris que la paix est un préalable à l'épanouissement humain et la santé en fait partie. Envoyé spécial, Victorine Oyoboué. L'OMS, l'institution suprême de la santé affaiblie par près de 3 années de pandémie. Le directeur général Tedros Adhanom, reconduit à son poste, aura la lourde tâche de réformer l'institution. Situation compliquée par les nombreux conflits qui secouent diverses parties du monde, accentuant ainsi les inégalités dans l'accès aux soins. Le thème de cette 75e Assemblée mondiale, santé pour la paix et paix pour la santé, est en lui-même un plaidoyer, illustré ici par le président français. Nous avons traversé ensemble la plus grande épreuve sanitaire depuis un siècle. Or, celle-ci n'est pas encore achevée, que nous devons déjà faire face à une autre crise, un conflit armé qui remet en cause les fondements mêmes du multilatéralisme auquel nous sommes attachés. Attachement dont nous témoignons, chers amis, par ce rassemblement à l'Assemblée mondiale de la santé une fois encore. Je souhaite ici réaffirmer la pleine solidarité de la France et de l'Union européenne avec l'Ukraine. La Côte d'Ivoire, un tant soit peu remise de la pandémie de Covid-19, entend repartir de ses grands-messes renforcées. Le ministre de la Santé, Pierre Dembba, depuis la tribune de l'OMS le dit, encouragé par la gestion jugée satisfaisante de la Covid-19 et les investissements consentis dans le domaine de la santé ces dernières années.
La paix est l'idéal auquel aspire la Côte d'Ivoire, sous la conduite de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Cette aspiration est prise en compte dans son plan national de développement 2021-2025 qui s'articule autour du triptyque paix, sécurité, justice, afin de renforcer la cohésion sociale dans notre pays. Cette vision se retrouve dans le plan national de développement sanitaire qui promeut la santé comme instrument de développement de paix, de la justice et de la sécurité. Les chantiers pour la santé mondiale sont nombreux et presque tous urgents. La Covid-19 n'a pas pu occulter le paludisme, le VIH-Sida, la tuberculose, les maladies cardiovasculaires et la variole du singe, le dernier virus en date qui exige une attention accrue des gouvernants. Et puisqu'on parle de santé, à suivre à présent l'évolution de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique, de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 24 mai 2022 18 nouveaux cas de Covid-19 sur 880 échantillons prélevés, soit 2% de cas positifs, 12 guéris, 0 décès. À la date du 24 mai 2022, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 82 088 cas confirmés, donc 81 247 personnes guéries, 799 décès et 42 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 516 836 le 23 mai 2022. 3 824 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 12 757 593 doses du 1er mars 2021 au 23 mai 2022. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 qui, rappelons-le, est gratuite et volontaire. Le ministre des Ressources animales et halieutiques lance officiellement la campagne de vaccination de masse contre la peste des petits ruminants à Béoumi, région de Béquet. Cette campagne de vaccination s'inscrit dans le cadre du projet Mécanisme de relance des populations rurales, financé par le Fonds international pour le développement de l'agriculture agricole et exécuté par le programme d'appui au développement des filières agricoles. La campagne se déroule dans 5 régions du pays. Soro Corona. La peste des petits ruminants, maladie animale très contagieuse, se signale dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Pour prévenir cette maladie, le ministère des Ressources animales et halieutiques organise des campagnes de vaccination de masse chaque année. Le virus de la peste peut infecter jusqu'à 90% des troupeaux et décimer 30 à 70% des cabris et moutons contaminés. La campagne 2022 est lancée à Béoumi par le ministre Sidi Touré. Cette campagne de vaccination s'inscrit dans le cadre du projet Mécanisme de relance des populations rurales, financé par le Fonds international pour le développement de l'agriculture et exécuté par le programme d'appui au développement des filières agricoles. Projet qui aidera à résoudre les contraintes à court terme découlant de la Covid-19 et complétera le programme d'appui au développement des filières agricoles PADFA en cours de mise en œuvre, financé par le FIDA, qui a réaffecté autour de $600 000 pour faire face à la crise. Pour le ministre des Ressources animales et halieutiques, le gouvernement ivoirien est engagé à mettre fin à la peste des petits ruminants à travers les vaccinations de masse. Les ovins et les caprins jouent un rôle crucial dans la survie et la sécurité alimentaire des familles pauvres et contribuent au développement économique national. Un tiers du cheptel présent dans la zone de Béoumi est malade de la PPR. Toutefois, cette maladie peut être évitée par la vaccination de nos animaux. La campagne de sensibilisation de masse contre la peste des petits ruminants se déroule dans 5 régions du pays, à savoir le Béquet, le Hambol, le Poro, le Tchologo et la Bagoué. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique s'est rendu le week-end dernier à Dagbaplé, village situé à 30 km sur l'axe Korogo-Mbangué dans la sous-préfecture de Koni. Objectif, visiter le chantier du centre de santé en souffrance depuis des mois et sur éventuellement à prendre des dispositions en vue de son achèvement. Sié Kwasi et Didier Nguessan.
Le ministre de la Communication et de l'économie numérique sur le chantier du centre de santé en cours de construction à Dagbaplé, dans la sous-préfecture de Koni, région du Poro. Cette infrastructure est l'initiative du chef de ce village. Son objectif, soutenir le programme social du gouvernement dans son volet santé de proximité pour tous. La visite du bâtiment a permis au ministre d'évaluer le niveau de construction des travaux. Un centre de santé, ce n'est pas pour un seul village. Un centre de santé, c'est pour le Côte d'Ivoire. Vraiment, je le salue le président. Et pour moi, c'était déjà un acte assez symbolique, assez fort et assez exceptionnel pour qu'il soit encouragé et soutenu. La construction de ces infrastructures de base relève très souvent du pouvoir régalien de l'État. Il peut arriver que des mutuelles se mettent ensemble pour construire donc, pour leur population ce genre donc, de réalisation sociale de base. Mais qu'un chef décide lui-même d'initier une pareille action pour ces populations, il était important pour moi, afin de l'encourager, de lui apporter notre petite contribution. C'est pour cela que j'ai pris l'engagement auprès des populations de Dagbaplé, mais également de tous les villages environnants, parce que c'est près de 13 chefs qui sont venus, donc d'achever cette infrastructure que le chef a construite. À la fin des travaux, 13 villages pourront venir se faire soigner dans ce centre de santé intégré. Au nom de ses pairs, le chef du village a rendu hommage au président de la République et fait la promesse d'accompagner davantage ses actions de développement. Les travaux de construction du centre de santé de Dagbaplé reprendront incessamment. La remise des clés est annoncée pour le mois d'août prochain pour le bonheur des populations. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le jeudi 26 mai 2022, jour de l'Ascension, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. L'accès à l'eau potable est en combat de tous les temps. À Katiola, plusieurs localités ont désormais de l'eau potable au quotidien. Et cela grâce au député maire Thomas Camara qui place ses réalisations sous le signe de la bonne gouvernance, inspiré par le président de la République Alassane Ouattara. Kader Sogodogo. Le député maire de Katiola, Thomas Camara, accueilli à Goroso par des populations qui cachent difficilement leur joie. Et pour cause, elles ont désormais accès à l'eau potable. Vous l'avez promis. Bon, on était un peu hésitants. Or, il y a encore des hommes politiques qui font ce qu'ils disent. Et là, vous êtes vraiment un adepte du président Alassane Ouattara qui fait ce qu'il promet. Et c'est ce que vous avez fait. Vraiment, on vous remercie. Tout comme à Goroso, ce sont au total 9 localités de la capitale du peuple tagbana qui auront de l'eau potable au quotidien. L'initiative est à mettre à l'actif du député maire Thomas Camara qui justifie son action par la bonne gouvernance et les actions de développement multiples observées en Côte d'Ivoire depuis l'avènement au pouvoir d'État du président de la République Alassane Ouattara. Ce point d'eau, qui est donc un forage équipé d'une pompe et d'un panneau solaire, de sorte qu'il n'y aura plus de corvée d'eau. En ouvrant le robinet, elles auront l'eau directement sans effort. Donc c'est un point d'eau qui est pour le quartier ici et également les quartiers environnants. Et nous tâcherons d'en mettre d'autres aussi en attendant que le projet prévu par le président de la République se réalise. Nous voulons donc profiter de l'occasion pour dire merci au président de la République. Le député maire de Katiola, Thomas Camara, a promis tout mettre en œuvre pour gagner le défi de l'accessibilité de tous les départements de Katiola à l'eau potable. Et si vous avez pu le constater, si vous habitez bien sûr le district d'Abidjan, vous avez certainement constaté qu'une forte pluie s'est abattue sur le district d'Abidjan ce mardi. À Jesco, dans la commune de Yopougon, un duplex s'est écroulé suite aux intempéries. Aucune perte en vie humaine signalée, mais des dégâts matériels importants enregistrés. Les équipes de secours étaient sur place, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les populations sont donc invitées à redoubler de vigilance et à quitter les zones à risque.
Les pays regroupés au sein de l'Union du fleuve Mano partagent les mêmes difficultés, orpaillage, dégradation des sols et des terres et bien d'autres. Un projet visant à la conservation des écosystèmes et gestion des ressources et eau internationale de l'Union du fleuve Mano se propose, lui, d'analyser et d'élaborer des solutions, d'où la tenue d'un atelier qui a réuni à Grand-Bassam les experts des 4 pays pour mieux préparer un programme d'action stratégique efficace. La rencontre de 2 jours prend fin le 25 mai, c'est-à-dire demain, 2022. Franck Quadio pour le reportage. La Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone et le Libéria. Ces 4 pays constituent l'union du fleuve Mano. Ils ont un partage des bassins fluviaux transfrontaliers. Cette rencontre d'Abidjan est le lieu de mettre en avant les difficultés communes. Mais il y a presque surexploitation des matières premières. C'est l'orpaillage partout. Donc les sentiers ouverts, la dégradation de l'environnement et la population n'en profite pas. Il y a un gros problème à ce niveau-là. Il s'agira au cours des réflexions de réaliser une analyse diagnostique transfrontalière ADT et élaborer un programme d'action dit stratégique. Et pour cela, 2 jours de travaux. Chaque pays a fait presque un mini ADT à l'échelle nationale en identifiant les problèmes. La synthèse régionale, on a essayé de voir tous les problèmes nationaux en essayant de voir qu'est-ce qu'il y a de transfrontalier. Un défi à relever donc. Et pour la secrétaire générale de l'Union du fleuve Mano, Medina Wessé, cette réunion d'Abidjan va permettre une avancée considérable, un optimisme partagé par le ministre des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire, Tchagba Laurent. Le pays joue sa partition dans l'optique de la réalisation des objectifs communs. La Côte d'Ivoire est engagée dans la coopération sous-régionale et internationale. Elle utilise cet important levier dans la gestion de ses cours d'eau transfrontaliers pour le développement des bassins. C'est pourquoi nous sommes heureux d'accueillir la présente rencontre. La finalité de cette rencontre régionale, favoriser la hiérarchisation, entre autres des préoccupations transfrontalières pour une validation et une adoption finale de l'analyse diagnostique transfrontalière ADT. Interrompu en 2002 du fait de la crise militaro-politique, puis relancé à Touba le 25 octobre 2019 par les autorités ministérielles en charge de l'agriculture, du budget et du portefeuille de l'État. Le projet Soja, qui a fortement contribué au développement socio-économique des régions du Bafing, du Kabadougou et du Foulon, est ce soir au cœur des interrogations de notre reporter Jean-Louis Gbangbo. Quelques années après la relance de ce projet, comment est-ce qu'il évolue? C'est le sujet Ecoplus de ce mardi. Ces images de moissonneuses-batteuses en pleine activité ont été tournées au dernier trimestre 2021 à Touba, dans la région du Bafing, juste après la phase pilote de redémarrage de la production du soja. Ces paysans en pleine récolte font partie des rares à avoir continué de cultiver le soja après l'arrêt du projet de culture de cet oléagineux dans la région. Nous, on était un peu bien partis parce que on n'avait pas de problème de production, comme nous étions des paysans qui produisaient. L'arrêt de ce projet, ça nous a coûté énormément, beaucoup de difficultés. Et c'est ça même que nous voyons aujourd'hui. Si c'est dans ce mois-là qu'on récolte le soja, c'est les mêmes difficultés-là qui ont amené ça. Le projet Soja a été exécuté entre 1979 et 2002 à Touba et Odiéné. Il a contribué à accroître les revenus des producteurs et permis de réaliser plusieurs infrastructures de développement. Son arrêt en 2002 a longtemps été vécu comme une tragédie dans ces 2 départements. Vraiment, tout marchait. Les commerces, les maisons, le transport, etc., les maquis, tout marchait parce que vraiment, ça a eu un impact. Donc, à l'avènement de la crise, le projet s'est arrêté. Mais à chaque fois, de la crise jusqu'en 2011, tous ceux qui venaient, la population demandait toujours le retour du projet Soja. Interrompu en 2002 du fait de la crise militaro-politique, une autre phase pilote de ce projet a été officiellement lancée à Touba en 2019. De quoi réveiller l'espoir de ces populations. Aujourd'hui, vraiment, c'est un grand espoir pour la population parce que Touba, il n'y a rien. C'est certes l'agriculture, mais c'est les petits producteurs, il n'y a aucune autre activité. Donc le projet Soja a été toujours leur espoir.
Donc la population attend beaucoup du projet soja. La phase pilote de redémarrage de la production du soja est rentrée dans sa phase active en juin 2021 avec le labour et le semis de parcelles pour la campagne 2021. Nous assistons là à une opération de fin de herçage. La machine en bleu, elle fait le herçage, c'est-à-dire elle émiette les bottes de terre qui restent encore pour que le lit de semis soit bien fait. Et ensuite, les deux autres tracteurs font le semis. Pour une prévision de 450 hectares, ce sont 536 hectares qui ont été finalement cultivés pour cette phase pilote, soit environ 850 tonnes de soja après toutes les récoltes. Je pense que c'est une nouvelle chance pour la jeunesse pour quitter le chômage et puis avoir vraiment du travail. Parce que la production du soja, quand même, ça fait gagner vraiment l'acteur. Le projet soja prévoit, dans sa nouvelle version, la réhabilitation de toutes les fermes sémencières, la construction d'infrastructures de conservation et de contrôle de la qualité des semences, ainsi que des pistes menant aux parcelles. Franchement, c'est un projet de développement pour la région. Il faut qu'on saisisse l'opportunité qui nous est donnée par l'État. Le projet permettra de créer une économie agricole intégrée, génératrice de revenus, équitablement partagée entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. Nous voulons installer une unité de transformation de soja ici à Touba pour capter toutes les productions qui vont sortir et de démarrer avec une première transformation et ensuite procéder à une deuxième, voire une troisième transformation pour aboutir à des produits finis. L'objectif visé est de réduire l'exode rural et d'améliorer la qualité de vie des populations. Fofana Brahima est producteur de soja, mais également petit transformateur. On transforme, on fait le lait de soja, on fait du yaourt à base de soja, on fait le pain à base de soja, la farine de soja et des gâteaux de soja que nous vendons dans la ville. Souvent le lait, le yaourt, on place dans les supermarchés. Fofana Brahima a été l'un des bénéficiaires de l'ancien projet soja. Il a connu la disette après son interruption. Il mesure aujourd'hui la portée de cette relance. C'était notre grosse attente depuis l'avènement des crises que les activités avaient été arrêtées. Donc on s'y attendait et là ça nous va tout droit au cœur. Parce qu'au moment où on arrêtait la première phase de ce projet, le soja n'avait pas encore pris telle ampleur. Aujourd'hui on voit que le soja c'est devenu une denrée très recommandée, très demandée. Et donc, pour nous, c'est quand même une bonne sortie pour le développement. Pour la campagne 2022, ce sont environ 2000 hectares de soja qui devront être exploités avec au moins 400 producteurs. À cela s'ajoute la construction à partir de fin 2022 d'une unité de transformation du soja, ce qui permettra de créer au moins 15 000 emplois directs, notamment pour les jeunes et les femmes. Et toujours dans l'actualité nationale, la garde républicaine ouvre ses portes au grand public dans le cadre de la première édition des Journées portes ouvertes qui se tiendront sur 3 jours autour du thème « La garde républicaine de 1960 à nos jours », une action qui s'inscrit dans le cadre du renforcement du lien armée-nation et qui permettra aux visiteurs d'en savoir davantage sur le fonctionnement de cette unité et par la même occasion de rendre hommage à ces pionniers. Première édition de Journées portes ouvertes lancée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vaganto Diomandé, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a eu des échanges avec des partis politiques. Au menu de leurs échanges, la collaboration en vue d'aboutir à une réconciliation vraie et durable en Côte d'Ivoire. Le porte-parole de la délégation des partis politiques, Zadi Djidji, s'est réjoui de ces échanges et a affirmé l'engagement des partis politiques à contribuer aux actions de la réconciliation et de la cohésion. Konaté Moussa. La contribution des acteurs politiques dans le processus de réconciliation. C'est le but de cet échange entre le ministre Bertin Kwadjo Kounan et des responsables de groupements politiques ayant pris part au récent dialogue politique. Nous avons débattu d'un certain nombre de sujets au dialogue politique. Et dans nos recommandations, il y a des points qui relèvent du ministère de la Réconciliation. Nous sommes venus ce matin pour dire au ministre de la Réconciliation
que nous sommes à sa disposition. Il faut que les acteurs qui ont pris part au dialogue politique comprennent que nous devons nous mettre autour du ministre de la Réconciliation pour que notre pays retrouve la joie de vivre. Des responsables des partis politiques aux côtés du gouvernement pour renforcer les initiatives en faveur de la cohésion. Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale se réjouit de cet engagement. J'ai dit dès ma prise de fonction que la délicatesse de cette mission de réconciliation et de cohésion requiert une mobilisation de toutes les forces vives de la nation. Les partis politiques, les musulmans, les catholiques, disons les hommes de Dieu, les jeunes, les femmes. C'est le mouvement qui est en cours. Je suis heureux qu'ils viennent prendre toute leur place dans ce processus-là. Je dis que le train de la réconciliation est en marche. Chacun le prend à sa station, bien entendu, mais il faut qu'il aboutisse, c'est le plus important. La délégation des partis politiques à cette rencontre était composée de l'Alliance des Ivoiriens pour la démocratie, Haïti, le Parti africain contre l'injustice, PASI, et l'Union des masses populaires pour la patrie, UMPP. Direction la France, après la cérémonie officielle d'ouverture de la Semaine africaine au siège de l'UNESCO à Paris. Le programme se poursuit comme prévu pour la deuxième journée. Tous les pays membres du groupe Afrique ont mis en exergue leurs atouts culturels au niveau de la gastronomie. Cette mi-journée de ce mardi a été marquée par une exposition des plats transformés en moment de dégustation. Dans la convivialité, les chefs cuisiniers des différents pays ont vanté leur savoir-faire et les goûts des plats proposés au grand bonheur, bien sûr, des visiteurs, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et puis dans l'actualité internationale, sachez que le Conseil de sécurité de l'ONU qui s'est réuni sur le G5 Sahel, la réunion régulière sur la paix et la sécurité en Afrique, condamne le retrait du Mali et de la force régionale. Les membres de ce Conseil espèrent que Bamako prendra ses responsabilités et continuera le dialogue avec ses voisins pour lutter contre la menace terroriste. Ils ont réclamé un renforcement du mandat de la MINUSMA. Un sommet extraordinaire de la CEDEAO est d'ailleurs annoncé pour se tenir le 4 juin à Accra, le Ghana exerçant en ce moment la présidence tournante de l'organisation sous-régionale. Il sera notamment consacré au Mali, mais aussi au Burkina Faso et à la Guinée. Et c'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.